à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau du Buzz TV. Je suis ravie de vous accueillir. Je suis avec Damien Canivez aujourd'hui. Ça va, Damien? Impeccable, très bien. On reçoit aujourd'hui l'homme dont tout le monde parle depuis 6 mois, sans doute la révélation politique de l'année, l'auteur du rapport sur la commission d'enquête sur l'audiovisuel public. Charles Aloncle est avec nous. Bonjour Charles Aloncle. Bonjour. Bonjour Charles Aloncle. Vous êtes député UDR de l'Union des droites pour la République dans la 9e circonscription de l'Hérault et surtout le rapporteur de la très médiatisée commission d'enquête sur l'audiovisuel public dont le rapport, vous l'avez publié la semaine dernière. On va y revenir sur toutes vos préconisations. Elles sont au nombre de 69, mais avant tout, un mot sur ces dernières semaines. 6 mois d'enquête, plus de 200 personnes auditionnées, autant d'heures d'audition. Comment vous qualifieriez ces 6 derniers mois écoulés ? Ça a été très honnêtement un travail titanesque, parce que je crois que dans une commission d'enquête, il n'y a jamais eu autant d'auditions, il n'y a jamais eu autant d'heures d'audition, il n'y a jamais eu autant de documents audités, parce qu'il y a eu près de 2000 documents qui ont été versés et qu'il a fallu analyser. Donc, je ne vous cache pas qu'on n'a pas compté avec mes collaborateurs, parce que ça a été un travail collectif. Je n'ai pas été tout seul à fournir ce travail, mais ça a été un travail titanesque que je ne regrette pas, parce que je vois qu'il y a eu aussi un intérêt massif de la part des Français, qui a fait que le jour où le rapport a été publié, le site de l'Assemblée nationale a littéralement craché. Ouais. Enfin, c'est assez inédit d'ailleurs pour un travail parlementaire. Donc je ne le regrette pas, et je ne regrette pas parce que ce vote s'est joué à 2 voix, mais à la fin, il a permis de publier le rapport. Donc je crois que c'est un travail de salubrité publique. On l'a fait pour l'audiovisuel public, il faudra le faire pour bien d'autres politiques publiques, parce qu'à l'heure où on demande toujours plus d'efforts aux Français, c'est important aussi de retrouver de l'efficacité dans la dépense publique. Et on a vraiment le sentiment que France Télévisions commence à appliquer vos premières recommandations. Regardez par exemple le budget du Festival de Cannes qui a été revu à la baisse. On a appris très récemment aussi, la semaine dernière, que Génie Bestial est arrivé dans l'émission L'heure de vérité à l'aube de la présidentielle de 2027. Est-ce que ça vous satisfait ou ce n'est pas encore suffisant ? Non, je pense qu'il faut voir les motifs de satisfaction là où ils sont. Il faut aussi saluer les efforts et le travail aussi d'introspection de Delphine Ernotte, de Sybille Veil quand il est fait. J'ai l'impression que les lignes sont en train de bouger. Avant même que le rapport d'ailleurs soit publié, on a vu que Sébastien Lecornu avait réclamé des efforts supplémentaires de plus de 150 millions d'euros à France Télévisions. On a vu qu'il y avait un effort de transparence qui a été acté par la direction de France Télévisions. C'est-à-dire que sur les hautes rémunérations, on va enfin en savoir plus. On a vu que pour le Festival de Cannes, ils étaient enclins en tout cas à limiter le type de dépenses. Ouais. Ils expliquaient que les suites à 1 700 € la nuit pour les dirigeants de France Télévisions s'en étaient terminées. Donc on voit que les lignes bougent. Vous avez parlé aussi du pluralisme, ou dans le cas de la grande émission politique qui se tiendra pour l'année 2027, il y aura probablement un peu plus de pluralisme que ce à quoi France Télévisions et Radio France vous habituaient. Donc je crois que l'utilité de cette commission d'enquête tient aussi à ce type de ligne que les dirigeants de l'audiovisuel public font bouger. Moi, vous l'avez rappelé, j'ai proposé 69 recommandations. J'espère que sur ces 69, il y en aura peut-être 50, 60 qui seront adoptés. C'était tout le sens et le seul objectif d'ailleurs de ces 6 mois de travaux. Mais après d'ailleurs, c'est quoi la suite ? Il doit y avoir une loi, vous attendez quoi ? Pour ceux qui nous regardent, qui se disent c'est bien beau ces recommandations, mais ensuite qu'est-ce qu'il y a derrière ? Alors sur ces 69 recommandations, il y en a beaucoup qui ne nécessitent pas de loi. J'ai voulu vraiment être le plus pragmatique possible et permettre notamment à Delphine Ernotte et Sybille Veil de les prendre sans loi. Mais après, on a une niche, nous, à l'UDR, le 25 juin, qui permettra de faire débattre un certain nombre de propositions de loi. Et dans ce cadre-là, j'en déposerai une. Ce sera la décision d'Éric Ciotti de voir à quelle place elle se situera dans l'ordre des débats, mais probablement une proposition de loi pour prévenir les conflits d'intérêts entre les dirigeants de l'audiovisuel public et aussi les sociétés de production privée, parce qu'on l'a vu, c'est l'un des plus gros sujets de la commission d'enquête. Sur 3 milliards d'euros de budget de France Télévisions chaque année, il y en a 1 milliard qui est attribué à des sociétés de production privée pour produire des contenus du service public, alors que France Télévisions dispose de 9000 salariés. Donc voilà, je voudrais aussi proposer une loi pour prévenir ces conflits d'intérêts et assainir les pratiques, notamment chez France Télévisions. Et c'est vrai qu'une plainte contre X vous visant a été déposée pour prise illégale d'intérêt et trafic d'influence. C'est l'association AC Anticorruption qui vous accuse d'avoir influencé des débats lors de la commission d'enquête. En gros, vous auriez reçu des questions de la part d'un groupe de presse, en l'occurrence Lagardère, et notamment Vincent Bolloré, qui est le premier actionnaire. Vous répondez quoi à ces accusations ? Déjà qu'une plainte contre X ne peut pas me viser. Et il y a eu énormément de fausses informations qui ont circulé de la part de l'AFP, de la part du Monde, de la part de France Inter, qui le jour même de la publication du rapport, toutes les demi-heures, à partir de 5h30 du matin, diffusait cette fausse information. Il y a eu sur le site de France Info un titre d'article qui expliquait qu'une plainte avait été déposée contre moi, ce qui est totalement faux. La
plainte a été déposée contre X. Et à nouveau, je trouve que cette tentative de diversion, cette espèce d'acharnement politique à quelques heures de la publication du rapport est totalement grotesque. Donc, mais moi, oui j'ai essayé ou non, vous avez reçu des questions avant les auditions? Alors, on a un certain nombre de députés, non mais on l'a dit, évidemment, on est un certain nombre de députés. Le président Macron-Nils de la Commission, moi, d'autres députés ont reçu des contributions, notamment les contributions de Lagardère. Je crois qu'on a reçu 2 ou 3 mails sur 70 auditions. Je vais vous dire, j'ai reçu plusieurs centaines de contributions de syndicalistes, de représentants de salariés, de producteurs indépendants, d'anciens directeurs de France Télévisions, de salariés Donc ça se fait, de Radio en fait. France. Il n'y a Mais rien d'illégal c'est du lobbying. là-dedans. en fait, quand vous avez une boîte publique, une boîte mail publique à l'Assemblée nationale, quand vous êtes député et que vous êtes engagé, par exemple, pour une commission d'enquête aussi importante que celle-ci, vous recevez plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de messages, de mails chaque jour que vos collaborateurs trient. Donc, évidemment que vous allez avoir beaucoup de contributions différentes. Après, ce qui compte, c'est de rester indépendant. Et encore une fois, moi, je regrette vraiment qu'il y ait eu une telle tentative de déstabilisation, autant de fake news qui ont été diffusées. Il y a même Le Monde qui a publié une alerte le matin de la publication du rapport, qui a été envoyée sur des millions de téléphones portables en France, qui expliquait que j'étais soi-disant l'objet et visé par un dépôt de plainte, alors que c'est parfaitement faux. Donc vous voyez, dans les heures vraiment les plus cruciales où le but était de parler du fond, était de parler de mes recommandations, était aussi de faire toute la lumière sur ces 400 pages de rapports qui sont importantes, certaines officines totalement militantes ont décidé de faire diversion et de braquer les projecteurs sur la base d'une fake news que je regrette. Aucune plainte n'a été déposée contre moi. Je vois que l'information est encore aujourd'hui reprise et je pense très honnêtement que j'attaquerai aussi pour dénonciation calomnieuse parce que je commence à en avoir marre. Ça fait aussi des semaines qu'on invente, notamment il y a un certain nombre de figures du service public qui ont inventé beaucoup de fausses informations pour me discréditer. Lesquelles, par exemple ? Mais par exemple Nagui. Nagui qui, sur le plateau de Quotidien Diane Barthès, je crois qu'il y avait un peu plus de 2 millions de téléspectateurs, il a totalement diffamé et calomnié mon père, en expliquant que mon père aurait travaillé ou soutenu Charles Pasqua, ce qui est totalement faux. À l'époque où Charles Pasqua était ministre, mon père n'avait que 24 ou 25 ans, et que mon père aurait soi-disant fait passer ou fait voter des lois contre les Algériens. Ça vous a blessé personnellement, vraiment, ces attaques qui sortent du cadre de la commission d'enquête parlementaire ? Je vous avoue que j'ai beaucoup de respect pour Charles Pasqua, parce que je considère que c'est un grand résistant, issu d'une grande famille de résistants, mais de là à dire devant 2 millions de téléspectateurs de façon totalement mensongère que mon père aurait fait passer des lois contre les Algériens sans avoir le moindre droit de réponse, alors que ces gens prennent ça pour acquis, oui, je vous avoue que ça m'a plutôt blessé, parce que en fait, toutes les attaques qui ont été... Qui se sont d'une certaine façon un peu déchaînées durant ces 6 mois, n'ont jamais porté sur le fond. On a toujours trouvé des prétextes pour éviter de parler du fond, éviter de parler des révélations qui ont été nombreuses dans le cadre de la commission, pour éviter de parler des 69 recommandations. Tout a été prétexte à détourner le regard pour ne pas parler de la commission d'enquête. Donc au-delà de ma simple personne, je commence à avoir le cuir un peu épais depuis le début de ces travaux. Je pense que ma personne importe peu. Ce que je regrette, c'est simplement qu'on ait trouvé un certain nombre de diversions pour ne pas parler du fond. Et c'est aussi pour ça que dans les jours où, maintenant que le rapport a été publié, je pense que le plus important, c'est de parler de ces recommandations. Eh ben, on va parler de ces recommandations, du fond de votre rapport. Ce sera juste après les news médias de Damien Canivez. On commence ces infos, Damien, avec Muriel Robin qui s'explique sur son discours de la cérémonie des Molières. Oui, l'humoriste était l'invité de Quelle époque ce samedi soir sur France 2. Elle est revenue sur ce fameux moment, vous savez, où elle a reçu un Molière d'honneur pour l'étendue de toute sa carrière des mains de Vincent de Dienne et surtout sur un nom qui a fait réagir, celui de Pierre Palmade. Beaucoup de téléspectateurs ont été surpris de l'entendre le remercier alors qu'elle avait pris ses distances après le terrible accident qu'il avait provoqué sous l'emprise de stupéfiants. Alors face à Léa Salamé, Muriel Robin s'est expliquée très franchement: si je n'avais pas cité Pierre Palmade, c'est que j'ai un problème de mémoire. Toute cette histoire a commencé avec lui. Elle a aussi salué sa plume avant d'ajouter, je cite, « Aujourd'hui, c'est un gâchis total ». Alors, c'est une déclaration qui a évidemment été très commentée ce week-end. Pour rappel, Pierre Palmade avait été condamné fin 2024 à 2 ans de prison ferme après le grave accident qu'il avait causé sous l'emprise de stupéfiants. Il a terminé de purger sa peine le 27 février dernier. Charles Allon, vous avez été caricaturé pendant la cérémonie des Molières. Bien bel hommage, bien bel hommage. Oui, c'est assez drôle, franchement. C'est Laurence Stocker qui joue votre rôle. Comment vous avez réagi quand vous avez vu la vidéo ? Je ne veux pas être un esprit chagrin. L'esprit de dérision est un esprit qui est éminemment français. Je pense que dans une cérémonie des Molières, c'est
totalement conformiste de s'attaquer à ceux qui demandent de rendre des comptes. Non, mais je m'en suis pas plaint. J'ai trouvé ça d'ailleurs plutôt drôle. Ce que je regrette simplement dans cette cérémonie des Molières, c'est vraiment l'intervention de Merwan Benlazar, qui avait été éloigné du service public de l'audiovisuel, écarté il y a quelques mois, pour en plus des propos extrêmement préoccupants sur la place de la femme dans la société. Des propos d'ailleurs à connotation totalement islamiste, qu'il a récidivé sur la scène des Molières pour une émission du service public, en expliquant que le vin pourrait être une rupture avec l'allégeance qu'il pourrait faire à la République. Enfin voilà, ce type de propos. Des propos très outranciers sur les femmes aussi. Exactement. Et donc, je vous avoue que je ne comprends pas l'insistance, pour ne pas dire l'entêtement du service public de l'audiovisuel, de donner ce type de parole à des personnes qui ont un agenda de fanatisme, parce que je crois qu'il n'y a pas d'autre terme pour le définir. Donc, c'est beaucoup plus ça qui m'a choqué que le sketch de Laurent Stocker. J'y ai vu une pointe, vraiment de l'humour, une forme de dérision. Donc, non, je ne serai pas là à critiquer ce type de sketch et de caricature. Bon, Damien, on termine ces infos avec le chiffre du jour, 3,7. Oui, c'est en millions le nombre de téléspectateurs qui se sont rassemblés devant l'épilogue de la 7e saison de Tropique Criminel. C'était donc sur France 2 vendredi soir. 21,1% de part d'audience, ce qui permet à France 2 de se hisser sur la première marche du podium, assez loin finalement devant Masked Singer sur TF1 qui rassemble 2,4 millions de curieux. Ouais, alors vous préconisez la fusion des chaînes, ça on en a beaucoup parlé dans les médias la semaine dernière, notamment France 2 et France 5. En fait, c'est pour baisser aussi mécaniquement l'offre et des fictions, parce que vous trouvez qu'il y en a trop, en gros, qu'il y a 90% de polar, je crois, c'est sur France 3, 50% sur France 2. Vous dites que l'arc narratif est toujours le même, en gros. Bon, ça, on ne va pas vous contredire là-dessus, on est assez d'accord. Mais pourquoi ? Ça cartonne quand même, il faut bien le dire. Pourquoi vous voulez priver ces fictions des Français ? Non, c'est pas en privé, c'est de répartir un peu mieux les genres. On voit qu'effectivement, il y a une surreprésentation de la fiction avec les meurtres A. Les meurtres A, moi, ce que je trouve magnifique dans cette expression de genre, c'est que ça met en valeur un certain nombre de villes en France et les gens se reconnaissent. C'est très service public. C'est très service public. Ça, pour le coup, c'est quelque chose qu'il faut défendre. Effectivement, l'arc narratif est souvent assez identique. Les coûts et les marges réalisés par un certain nombre de sociétés de production, parce que les meurtres A, c'est un prétexte pour les sociétés de production de diversifier généralement la production. Et donc, c'est souvent ce qui est donné à des sociétés de production chaque année pour permettre aussi de diversifier un peu le contenu. Mais je trouve qu'une mission de service public doit être une mission diversifiée. On doit avoir des contenus à vocation culturelle, on doit avoir des documentaires, des grands reportages, on doit avoir de l'information, de l'investigation, un peu de jeu et aussi de la fiction. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a une surreprésentation, notamment des jeux. J'ai été beaucoup critiqué pour l'avoir dénoncé, mais quand vous voyez qu'il y a 9 cases de jeux par jour sur France 2 et 13 au total quand vous prenez France 3, je ne considère pas que c'est une mission d'intérêt général d'avoir une telle concentration. Et sur la fiction, c'est à peu près pareil. Je pense que demain, si on veut fusionner notamment France 2 et France 5, parce qu'il y a aussi beaucoup de rediffusions, il y a énormément de contenus en deuxième partie de soirée qui sont des contenus rediffusés. Il n'y a plus de programmes inédits pour les programmes d'été, ce sont des programmes rediffusés. Il y a une énorme place qui est faite au jeu, donc je pense vraiment que demain, il pourrait y avoir une fusion avec le meilleur de France 2 et le meilleur de France 5 pour avoir une vraie chaîne généraliste du service public qui concurrencerait les chaînes privées commerciales, qui coûteraient moins, parce que c'est une économie quand même de plus de 200 millions d'euros à minima par an pour les Français, donc c'est pas anodin. Voilà, c'est aussi le sens de la proposition de Je Formule. Alors on va en parler justement des jeux, mais force est de reconnaître que sur les fictions, même en rediffusion, on en parle quasiment tous les jours ici au Buzz TV, les rediffusions de Meurtres A cartonnent, même devant des inédits parfois sur TF1, et on sait que ces fictions-là, malheureusement, si demain elles venaient à disparaître, elles ne seraient pas forcément reprises sur des chaînes privées, parce que sur la cible la responsable des achats de moins de 50 ans, la fameuse ménagère, ça ne marche pas. Donc ça ne génère pas forcément de recettes publicitaires très importantes. Si on supprime ces fictions-là, demain, malheureusement, il y a toute une partie de la population, généralement assez âgée, c'est vrai, qui va justement peut-être pleurer ces polars. Alors sur la rediffusion, moi j'ai quand même, il y a beaucoup de téléspectateurs qui se plaignent aussi de ces rediffusions. Je pense que l'ADN du service public, c'est aussi de faire de la place à des contenus inédits. Et encore une fois, je ne crois pas que la valeur cardinale sur des émissions ou des contenus proposés par le service public soit l'audience. Je pense qu'il y a un certain nombre, toute la distinction, tout l'ADN, toute la légitimité du service public tient à la différenciation des contenus qu'il pourra proposer par rapport aux chaînes privées commerciales. Si vous avez un contenu qui peut être proposé demain sur TF1 ou sur M6,
Bon, ça ne sert pas à grand-chose de le produire, ça ne sert pas à grand-chose d'investir. Mais ce n'est pas le cas pour ces fictions-là. Et sur les meurtres, encore une fois, moi je trouve que la valorisation d'un ensemble de territoires, de villes en France est une mission de service public qu'il faut défendre. Le fait qu'il y ait autant de rediffusions, ça pour le coup, je le déplore. Et demain, je crois aussi que quand on compare la BBC, sa capacité d'exportation de contenu, de vente à l'international par rapport à ce que France Télévisions fait, la BBC réalise quasiment 20 fois plus de chiffre d'affaires dans la vente de ses contenus à l'international que France Télévisions. Donc il y a aussi un enjeu de réussir à produire du contenu suffisamment qualitatif pour que demain d'autres pays qui traduiront, qui sous-titreront ces contenus-là, s'arracheront aussi nos productions. Aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, les meurtres A sont très regardés en France, mais ne permettent pas aussi de rapporter sur un rayonnement international. Donc c'est aussi ce que j'essaye de recommander dans mon rapport, c'est de réussir à renforcer cette capacité de distribution à l'international et que demain, on puisse produire des séries et des fictions qui cartonnent, pas simplement en France, mais aussi partout dans le monde pour participer aussi au soft power français. Bon, on va parler de vos autres recommandations, Charles Lalonde. C'est tout de suite dans l'interview du Buzz TV. 400 pages, 69 recommandations, c'est bien sûr votre rapport, Charles Lalonde. Vous recommandez notamment donc, la réduction drastique des jeux de 3/4 du budget. Mais moi, j'ai envie de vous dire, c'est pareil, ça marche très bien et ça rapporte même de l'argent. On a beaucoup tapé sur Nagui, qui coûtait cher au service public, mais il rapporte aussi beaucoup d'argent. C'est tout le problème. Le problème, c'est que Nagui nous a dit sous serment qu'il ferait toute la lumière à la fois sur sa rémunération et les montants de ses contrats. Et pour autant, après 6 mois de commission d'enquête, dans les tout derniers jours, la société de production pour laquelle il est coactionnaire, Banijay, a refusé de m'envoyer, de me transmettre ses contrats et ses fiches de paie, alors que pourtant, c'était une obligation légale à laquelle il ne pouvait pas se dérober. Et donc, malheureusement, et c'est une vraie frustration, on n'a pas réussi à connaître le montant exact de rémunération de Nagui au titre total du service pour faire public. la balance, du coup. Et savoir ce qui coûte et ce qui rapporte. Exactement. Et je trouve ça dommage qu'on n'ait pas pu avoir cette information, qui était une obligation légale. Je regrette d'ailleurs que le président Macronils de cette commission d'enquête, comme Yael Braun-Pivet, président de l'Assemblée nationale, ne m'ait pas soutenu dans cette démarche d'obtention de documents. Donc on ne peut pas avoir le fin mot de l'histoire de ce point de vue-là. Et même si les jeux, d'une certaine façon, génèrent de la pub, très honnêtement, je ne crois pas que 9 cases de jeux par jour sur France 2 et 13 en comptant France 3 soit une vraie mission d'intérêt général. Je considère effectivement que c'est important de divertir les téléspectateurs, qu'il faut qu'il y ait quelques cases chaque jour et qu'il y ait aussi des jeux que le privé, les chaînes privées commerciales ne pourraient pas produire. Je vois par exemple qu'il y a un attachement particulier des Français à l'émission Question pour un champion. Des émissions à vocation culture générale, des émissions qui font aussi un peu travailler et qui élèvent le téléspectateur sur des mots, sur des chiffres, ça peut être intéressant, mais de là avoir une telle omniprésence de cases de jeux. Sur TF1, il y a un seul jeu par jour, c'est les 12 coups de midi qui cartonnent. Sur M6, il y a une case de jeu par jour de la même façon et ça marche plutôt bien. Voilà, pourquoi est-ce que ce serait une mission d'intérêt général sur le service public de proposer autant de jeux? Donc moi, ma simple proposition, c'est d'en faire un rééquilibrage. Et je vois aussi qu'il y a des taux de marge qui sont délirants sur les jeux. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas soumis à l'actualité, donc vous pouvez enregistrer près de 14 ou 15 jeux par jour de façon quasiment industrielle chaque jour sur le service public, et après, derrière, vous pouvez vendre ça et quasiment les rediffuser. Alors, vous souhaitez aussi réduire le budget du service des sports de France Télévisions afin d'économiser à peu près 50 millions d'euros par an. Alors, malgré tout, vous voulez quand même sanctuariser un certain nombre de disciplines comme le Tour de France, comme Roland-Garros. Mais quelles sont les compétitions que vous recommandez de supprimer? Parce que quand on lit entre les lignes, vous souhaitez aussi en maintenir certaines qui sont assez confidentielles pour, j'ai l'impression aussi, soutenir leur développement. Mais on ne comprend pas bien celles que vous voulez supprimer. Alors, il y a eu beaucoup de fausses informations et merci de rétablir cette vérité parce qu'il y a eu beaucoup de fausses informations qui, je crois, ont discrédité l'intégralité du rapport où j'ai entendu pendant des jours et des jours, sans pouvoir me défendre, car le rapport n'était pas encore publié, le fait que je tenais à la suppression du Tour de France, des 6 nations, de Roland-Garros, de service public, alors que je dis tout l'inverse. J'explique que ce sont des grandes compétitions qui font d'une certaine façon un peu l'exception sportive française qu'il convient de sanctuariser sur le service public, de la même façon que les Jeux Olympiques. Mais les Jeux Olympiques, ce n'est pas chaque année, donc c'est une dépense qui peut être exceptionnelle, mais qui génère aussi des gains supplémentaires. Donc merci de rétablir cette vérité, parce que j'ai entendu vraiment beaucoup de choses fausses sur le sujet. Après, France Télévisions dispose d'un budget de près de 200 millions d'euros chaque année sur les sports, qui est un budget, honnêtement, on peut le dire, extrêmement important. Et je crois que
Tout l'intérêt et tout l'enjeu, c'est au contraire de sanctuariser ces grandes compétitions qui rassemblent, qui sont diffusées dans le monde entier. Et je déplore par exemple que pour Roland-Garros, on ait les night sessions qui font partie des matchs les plus importants de la quinzaine de Roland-Garros, qui ont déjà été attribués, notamment par France Télévisions, à une chaîne privée payante, Amazon. Amazon Prime ne le diffuse plus en clair. Et quand vous voulez regarder ces night sessions, il y en a 11, je crois, par quinzaine, vous êtes obligé de vous abonner à Amazon. Bon, ça, c'est pas normal. Donc, sur les 200 millions d'euros chaque année de budget de France Télévisions pour le sport, je crois que c'est important de sanctuariser ces grandes compétitions sportives. Vous faites des économies où vous supprimez quoi? Le championnat du monde de natation, par exemple, d'athlétisme? Il y a beaucoup d'autres compétitions. Sur les 200 millions, j'ai fait le calcul, sur les 3 compétitions que je vous indique, Tour de France, 6 Nations, Roland-Garros et les JO, c'est à peu près, c'est moins de la moitié du budget total de France Télévisions. Donc vous voyez qu'il y a encore de la marge pour proposer d'autres compétitions sportives intéressantes. Et moi, je déplore donc à la fois cette propension à aller céder des matchs importants, des compétitions importantes au privé qui ne le diffusent même pas en clair. Et dans le même temps, cette capacité de France Télévisions de s'éparpiller un peu. Je vois qu'il y a beaucoup de compétitions de e-sport maintenant qui sont achetées par France Télévisions, qui pourraient on peut s'en passer. Et qui pourraient se retrouver en plus sur le canal numérique, qui pourraient se retrouver aussi. Il y a un certain nombre, par exemple, de chaînes Twitch aujourd'hui qui achètent ces droits sportifs et qui sont diffusés en clair. Donc moi, je trouve que je n'arrive pas à voir la stratégie de la direction de France Télévisions sur cette partie et sur ce budget sportif, là où ils sont en train de céder des droits importants alors que les Français tiennent à leur patrimoine sportif chaque année, notamment Roland-Garros, je ne comprends pas pourquoi ils cèdent ces droits importants et que dans le même temps, ils achètent un certain nombre de compétitions, notamment de e-sport, qui intéressent certaines parties de la population, mais qui est déjà très connectée sur la partie numérique et qui pourrait retrouver ces compétitions sur des chaînes Twitch différentes. Bon. Mais les championnats du monde de natation et de l'athlétisme, désolé d'insister, mais ça inquiétait Laurent Luyat, qui est un journaliste de la rédaction, ça vous le maintenez? Oui, mais Laurent Luyat, je regrette qu'il n'ait pas lu ou parcouru à minima mon rapport, parce qu'il explique par exemple que je voudrais vendre au privé les Jeux Olympiques. Et j'explique tout l'inverse dans le cadre du rapport. J'explique qu'il faut sanctuariser sur le service public les Jeux Olympiques, aussi parce que ce sont des grandes plages de diffusion et que c'est important d'avoir, comme le Tour de France, à la fois France 2 et France 3 pour diffuser des étapes qui durent 4 ou 5 heures. Donc c'est totalement faux ce que dit monsieur Luyat. Et après... Bon, je vois que, par exemple, l'Équipe TV, qui est une chaîne qui est diffusée en clair, diffuse déjà un certain nombre de compétitions. Ça peut être le biathlon, ça peut être aussi l'athlétisme. Donc demain, s'il y a un certain nombre de compétitions importantes et qu'on a envie que ça reste en clair, l'État peut donner l'obligation aux chaînes privées qui achètent ces droits-là de continuer à le diffuser en clair. Donc ça ne veut pas dire que si demain, le service public, pour des raisons aussi d'économie, n'assume plus la diffusion de ces grands événements, ça ne veut pas dire pour autant que le privé n'aura pas l'obligation de les diffuser en clair. Les animateurs producteurs, vous voulez également y mettre fin, comme c'est le cas par exemple pour la BBC. Je crois depuis 2009, c'est interdit de cumuler à la fois animateurs et producteurs. En France, on peut citer Hugo Clément, on peut citer Léa Salamé, on peut citer bien évidemment Nagui, dont on a déjà parlé. Pourquoi voulez-vous mettre fin à ce système, sachant qu'on peut aussi imaginer toute la difficulté qu'ils vont rencontrer pour céder à France Télévisions des émissions dont certaines sociétés ont les droits, par exemple Quelle Époque et puis d'autres jeux. Alors ça, c'est quand même un serpent de mer dont on parle quasiment tous les 5 ans à l'occasion d'un rapport de la Cour des comptes ou de l'IGF qui condamne cette pratique d'animateur-producteur. Le premier scandale qui était apparu, c'était dans les années 90, qui avait même mené à la démission de Jean-Pierre Elkabbach, le prédécesseur exactement de Delphine Ernotte, qui, avec un vrai scandale qui avait été mis en lumière, on voyait qu'il y avait quelques animateurs-producteurs stars du service public qui s'en mettaient plein les poches. C'était le cas à l'époque de Jean-Luc Delarue, c'était le cas de Nagui, c'était le cas d'Arthur, qui pour certains avait été condamné. La société de Nagui, comme France Télévisions, à l'époque avait été condamnée pour favoritisme. N'oubliez pas votre brosse à dents, je crois. Exactement. Et en dépit des recommandations multiples de la Cour des comptes et de l'IGF, plus de 30 ans après, on se retrouve exactement avec la même situation, c'est-à-dire des animateurs employés du service public, rémunérés à ce titre-là, qui produisent eux-mêmes leur émission, qui se font aussi doublement rémunérés par France Télévisions, mais par le mécanisme aussi d'intermédiaire d'une société de production privée. Donc, déjà, il y a un défaut de traçabilité. Vous voyez, on fait une commission d'enquête, on a quasiment un pouvoir de contrôle sur place et sur pièce, mais ces sociétés de production privée refusent, comme par exemple celle de Nagui, de nous transmettre les fiches de paie et les contrats. Donc, on ne sait pas quel est le montant de rémunération totale que perçoit
aussi que Mais perçoivent pour d'autres, ces vous animateurs. l'avez eu. Léa Salamé, j'imagine que vous l'avez eu. Vous Exactement, avez il y a eu un son certain... salaire de présentatrice et à la fois de productrice, pour quelle époque? Productrice animatrice même. Exactement, mais je ne comprends pas pourquoi... En quoi ça vous pose problème, par exemple, qu'elle cumule les deux? Mais D'ailleurs, parce vous n'avez que- pas été convaincu par ces explications, c'est ce que vous dites dans le rapport. Oui, parce que bon, elle explique que si elle continue à coproduire son émission qu'à l'époque, c'est parce qu'elle ne veut pas que demain ou les Russes puissent racheter cette émission. Sauf qu'aujourd'hui, la première société de production à bénéficier des contrats de France Télévisions, Media One, a un fonds d'investissement américain KKR à son capital qui a un poids très important. D'ailleurs, en 6 mois de commission d'enquête, Media One, les dirigeants et les actionnaires ont refusé du premier au dernier jour de nous donner le montant exact, le pourcentage exact de détention capitalistique du fonds d'investissement américain. Donc je vois qu'il y a aussi une sorte de deux poids, deux mesures. On lutte contre les ingérences, mais on refuse de faire la transparence aussi sur la détention capitalistique de ces sociétés. Et simplement, quand vous êtes salarié de l'audiovisuel public, vous avez une mission d'intérêt général qui est importante. Quand vous êtes employé à temps plein et que vous avez déjà une rémunération importante à ce titre-là, j'ai du mal à voir pourquoi vous voudriez cumuler avec une société de production pour laquelle vous allez vendre aussi un certain nombre de contenus pour le service public. Je vais simplement m'arrêter sur un dernier point, c'est le point de Bernard-Henri Lévy. Il est président du conseil de surveillance d'Arte depuis plus de 32 ans. Pour se maintenir à ce poste-là, il a fait décaler par 2 fois la limite d'âge pour rester président du conseil de surveillance. Et sur les 10 dernières années, à peu près, il a vendu pour 750 000 € de documentaires et de films qu'il produit lui-même à la chaîne Arte. Donc vous voyez, Donc là, il y a un conflit d'intérêt. Il y a un conflit d'intérêt. Clairement. Et ça peut être aussi le risque quand on est animateur et producteur. On est une figure importante du service public. On est employé de cette entreprise-là. Dans le même temps, on profite aussi de cette force d'exposition pour aller vendre un certain nombre de contenus qu'on produit. Très rapidement, Charles Lalonde, on arrive déjà au bout de cette interview. Il y a 8 mois que personne ne vous connaissait et forcé de constater que vous avez fait la une de nombreux magazines. Est-ce que vous n'avez pas peur de retomber dans l'anonymat le plus total, comme Aurélien Saint-Toul, qui a été rapporteur de la commission d'enquête sur l'attribution des fréquences TNT il y a quelques mois? Non, l'anonymat, ça ne me dérange pas du tout. Vous savez, moi, mon quotidien sur les 6 derniers mois a été celui d'un moine copiste. Je n'ai pas vu le jour. Je suis resté entre mon logement, le bureau et les salles de commission, notamment pour préparer ces auditions qui ont été faites à un rythme acharné, pour rédiger ce rapport. Donc, moi, quelle que soit la mission qu'on me confiera, je ne sais pas combien de temps je serai député. Il y aura probablement une dissolution dans un an. Peut-être que je resterai à l'Assemblée, peut-être que je serai battu. La seule chose que je poursuis, le seul objectif vraiment que j'essaye de défendre, c'est celui de pouvoir être utile, celui de pouvoir faire bouger un certain nombre de lignes. Et voilà, moi, c'est ma seule obligation quasiment morale. Je viens du privé, j'ai été entrepreneur, j'ai monté une société, je ne me vois Vous pas... l'avez toujours d'ailleurs, l'entreprise? Non, je m'en suis séparé pour des raisons de conflit d'intérêts dès le moment où j'ai été élu. Mais voilà, moi, ma seule obligation, c'est celle d'être utile aux Français, de faire aussi la lumière sur l'utilisation de leur argent. Donc, si demain, il y a une autre mission qui s'offre à moi, je la mènerai avec autant d'engagement. Mais vous savez, c'est pas du tout une crainte. Ma seule crainte, c'est celle de voir les mois passer à l'Assemblée nationale et de me dire « mais à quoi je sers ?» Et je crois que sur les 6 derniers mois, au moins, j'ai pu résoudre une partie de cette crainte. Bon, on surveillera ça dans les mois à venir. Merci Charles Lalonde. Merci à vous. Merci beaucoup. Damien. Merci, Le Buzz TV revient dès demain. Très bonne soirée sur Figaro TV.